Bienvenue dans cette série Femmes multipotentielles. Aujourd'hui, j'accueille Elsa Grangier, marketeuse en digital, start-upeuse, journaliste, a fait des débats politiques, chroniqueuse pour l'émission Les Maternelles, speaker dans un TEDx, productrice, autrice et récemment nommée DG chez HOK France. Et si tu veux continuer à recevoir des interviews, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Hello! Je suis là. Salut! Salut! Ça fait tellement plaisir de te voir. Je suis ravie que tu aies accepté déjà mon invitation. Moi, je t'avais rencontré, toi, tu ne m'as pas encore rencontré lors de cet événement avec l'EM Lyon sur les femmes autrices, auteurs, je ne sais plus comment on dit maintenant, qui écrivent après l'EM Lyon. Et j'avais eu un gros coup de cœur pour toi parce que voilà, je trouve que tu dégages quelque chose de génial, une aura particulière. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais l'inviter et je suis ravie que tu aies répondu absolument tout de suite à mon invitation. Donc ce soir, comme je t'ai dit, c'est très informel. C'est comme si on était en train de papoter toutes les deux entre copines dans mon salon. Et l'idée, c'est d'en connaître un peu plus sur toi aussi personnellement, pas que sur ton parcours, mais comment toi, tu as géré. Alors, je sais que le haut potentiel, tu n'aimes pas spécialement en parler, mais on va essayer de parler plutôt du fonctionnement des caractéristiques que tu as et aussi de comment tu as géré tout ce que tu as fait, cette multipotentialité. Tu es aussi mère de 3 enfants. Je crois que tu as un mari à un moment donné qui s'est lancé dans la comédie. Plein de choses. Donc, j'ai envie de dire, je ne sais même pas par où commencer, tellement j'ai des choses à dire. Je vois surtout que tu as des fiches Michel Drucker, en fait. C'est pas possible. Ouais, en fait, c'est ça. Je suis fichée. C'est exactement ça. Je me suis dit, au cas où tu oublierais un petit peu de ton parcours, je suis là pour te rappeler un bout. Voilà. En tout cas, bienvenue. Et puis, je te propose et bienvenue à tous les gens qui nous rejoignent. Je te propose de te présenter et puis on verra où ça nous mène. Ok, je vais essayer de faire un peu succinct parce que tu as fait une très très belle présentation par le menu. Donc, je ne vois pas ce que je peux ajouter d'autre. Ce que je voudrais quand même préciser, c'est que je suis ravie que tu m'aies invitée à participer à cette discussion tout à fait informelle. D'ailleurs, tellement informelle que je suis dans ma chambre parce que avec ces histoires de confinement, tout le monde est en train de dîner pendant que moi, je suis en train de papoter entre copines et je trouve ça plutôt pas mal en fait, tu vois. L'inversion des rôles se passe aussi chez moi. Non, que dire écoute, j'ai 20 ans de vie professionnelle. Effectivement, on a l'EM Lyon en commun toutes les deux, donc une école de commerce qui m'a d'abord dirigée vers des métiers marketing, principalement marketing numérique, puisque moi, j'ai fait partie de cette vague-là où en fait, voilà, dès les années 2000, je me suis retrouvée aspirée par la turbine Internet et que je n'ai jamais vraiment quitté en réalité. Et puis voilà, ça nous permet aussi de faire ce qu'on fait ce soir, donc c'est génial. J'ai occupé des postes de direction. J'ai surtout été intrapreneur dans l'entreprise, donc c'est-à-dire que j'ai toujours eu des créations de postes dans les différentes entreprises dans lesquelles j'ai été et j'ai eu la chance de traverser pas mal de fonctions et surtout pas mal de secteurs d'activité, ce qui fait que je peux avoir une vision pas forcément d'expertise sur les secteurs, mais en tout cas d'exhaustivité. Donc je peux parler aussi bien du luxe que des jeux vidéo, que de la télévision, que du e-commerce. Et puis ensuite, après ces 15 années d'expérience de direction marketing stratégique dans ces grands groupes comme Saint-Laurent et Ubisoft dont tu as parlé, je me suis retrouvée à essayer de comprendre où était ma place en fait professionnelle, puisque j'avais du mal à la trouver dans ces différentes entreprises, même si ça fonctionnait plutôt bien pour moi. Je me suis dit est-ce que c'est le monde du travail qui est pas fait pour moi, ou est-ce que c'est moi qui suis pas faite pour le monde du travail? Et j'ai trouvé que la meilleure façon de l'expérimenter, c'était tout simplement en créant ma propre entreprise. Donc ce que j'ai fait en 2012 en créant un site internet qui s'appelle avisdemaman.com, qui existe encore, que j'ai vendu depuis et qui avait pour objectif de rééquilibrer le rapport consommateur-marque, puisque je trouvais que les discours marketing auxquels j'avais contribué infléchissaient un peu trop les consommateurs vers une hyper-consommation. Voilà, et puis en fait, cette entreprise formidable m'a permis d'être repérée par France 5 et de passer un casting pour devenir chroniqueuse aux maternelles, et ça a duré 4 ans, ces chroniques.
Voilà, et c'est vrai que ça a été une expérience non seulement formidable parce que c'était nouveau pour moi, mais aussi parce que je touchais du doigt une profession que j'avais toujours voulu exercer, qui était celle de journaliste, ce que je raconte dans le TEDx dont tu as parlé d'ailleurs. Mhm. Donc finalement, la vie nous ramène toujours à nos premières amours, nos premiers désirs et nos rêves. Donc ça, c'est important pour moi aussi de pouvoir dire ça à ceux et Mhm. celles qui nous écoutent Oui, c'est ce exactement ça. soir. Donc voilà, puis c'est vrai que ensuite en France, on a besoin d'avoir des étiquettes, c'est important pour Mhm. exercer les métiers qu'on fait. Oui. Et n'hésite pas à m'interrompre, hein, Sandrine, si je suis Non, trop oui, longue. oui, Il bien faut sûr, je pas. prends des notes en même temps pour plus tard. Et donc comme en France, on a besoin d'étiquettes, et que je voulais absolument être journaliste, j'ai décidé de reprendre mes études, ce que tu as dit aussi dans la Mhm. présentation. Donc je suis retournée à l'ESJ Paris pour pouvoir prétendre être journaliste et épouser cette profession à 100%. Mhm. Et puis bon, bah, il s'est passé tout un tas d'événements qui nous ont tous sensibilisés, notamment l'année 2015. Je pense à Charlie Hebdo, je pense au Bataclan, et j'ai eu une décharge en fait à ce moment-là en me disant voilà, je trouve que je fais pas assez de choses en fait pour transformer la société en profondeur. Oui, j'ai monté une entreprise qui avait vocation à inverser le discours consommation client, mais c'est pas suffisant. Je fais des chroniques au maternel, mais c'est pas suffisant. Je veux devenir journaliste pleinement pour pouvoir donner la parole à ceux qui l'ont moins et essayer de rééquilibrer les représentations qu'on peut avoir dans la société, qui concernent aussi bien, on l'a vu avec la crise du Covid, on a redécouvert que les profs étaient des gens formidables, que les aides-soignants et les infirmières et les médecins aussi. Donc voilà, j'ai créé ensuite une boîte de production pour défendre justement des documentaires qui allaient rééquilibrer ces représentations dans la société. Et puis, je suis tombée sur des enfants formidables à Poissy qui ont décidé de devenir le premier lobby protecteur de la planète et d'écrire la première déclaration européenne des droits de la planète. Et donc, j'ai raconté comme premier documentaire avec cette boîte de production cette formidable histoire qui nous a amené jusqu'au Parlement européen à remettre cette déclaration en main propre après avoir fédéré 310 enfants de 10 pays d'Europe. Voilà. Voilà mes 20 ans. Oui, je vois que tu es quand même assez active au niveau politique. On t'a vu il n'y a pas longtemps aussi à l'Assemblée, non? Faire une introduction. Oui. Mhm. Absolument. En fait, c'est pas que je suis active niveau politique, c'est sûr que pour Oui, agir et être engagée, l'activation des pouvoirs publics devient nécessaire à un moment donné. Et c'est vrai que avec cette aventure du lobby de Poissy, la déclaration des droits de la planète que j'ai portée avec ces enfants au Parlement européen, je baigne dans un écosystème et une communauté de personnes qui ont viscéralement envie de changer les choses et le système. Et lorsqu'il a fallu introniser le partenariat qui a été créé par la Fondation Elix et l'Assemblée nationale pour s'engager pour le respect des objectifs de développement durable qui ont été décidés par 183 pays avec l'ONU il y a quelques années maintenant, en 2013. Et quand la Fondation Elix m'a demandé de faire l'introduction et l'animation des tables rondes pour l'inauguration de l'exposition qui matérialisait l'engagement de l'Assemblée nationale, j'ai dit oui. Évidemment, parce que ça fait partie de mes attributions en fait aujourd'hui et des choses que j'ai envie de défendre. bien sûr. Et je voulais dire aussi aux gens qui nous regardent, si vous avez des questions pour Elsa, n'hésitez pas à les commenter, à les noter, et puis on regardera au fur et à mesure. Moi, j'ai envie de dire un parcours hallucinant. Enfin, j'admire beaucoup. Je pense que c'est bien aujourd'hui d'admirer des gens. Ça fait plaisir, on en a besoin d'avoir des femmes comme ça qui inspirent d'autres femmes. Et c'est vraiment l'idée de ces small talk entre copines aussi. C'est de dire, bah voilà, c'est accessible aussi une femme comme Elsa et ça peut prendre le temps de partager son parcours, donc je trouve ça assez génial. Mais parce qu'une femme J'ai- comme Sandrine est aussi accessible, c'est aussi pour Bien ça, sûr, tu vois, que ça marche dans tous les sens. exactement. Et je me disais quand même, si on revient sur le début de ton parcours, à un moment donné, j'ai vu dans la bio, tu sais qu'il y a sur ton site internet, il y a une petite phrase qui m'a interpellée qui disait cette impression de ne jamais avoir été réellement à sa place, de n'être pas suffisamment politique pour atteindre le plus haut, le plus haut, les plus hautes sphères. Euh, Est-ce que c'est ça au fond qui t'a fait bouger de l'entreprise à l'entrepreneuriat? Maintenant, quand tu réfléchis a posteriori, qu'est-ce qui n'allait pas en entreprise qui a fait que tu as dû monter ta start-up et continuer après dans quelque chose de plus entrepreneurial? En fait, c'est ce que tu dis, oui, ce sentiment d'avoir les bonnes compétences, les bonnes capacités, de comprendre la stratégie de l'entreprise, d'essayer de pousser des projets qui pour moi me semblaient être engageants
pour la stratégie de l'entreprise, mais engageant d'un point de vue sociétal, en fait. Sans le savoir aujourd'hui, j'étais toujours animée de ça. Tu vois, j'ai monté un partenariat chez Ubisoft où, lors de la première sortie des Lapins Crétins, donc c'était Rayman et les Lapins Crétins, le premier opus du jeu vidéo. J'ai tout fait pour que Rayman soit ambassadeur de l'UNICEF, parce que comme les Lapins Crétins étaient un peu cruels, tu vois, à faire plein de bêtises dans tous les sens, je voulais rééquilibrer aussi les plateaux de la balance en disant, bon, bah, il faut aussi qu'on ait des messages de signalétique dès le départ qui expliquent qu'il faut quand même protéger, se parler correctement, etc. Et avec Rayman comme ambassadeur et des royalties qui étaient reversées à l'UNICEF sur chaque vente qui était faite sur le numéro 1 de Rayman et des Lapins Crétins. Sauf qu'en fait, ces initiatives me demandaient énormément d'énergie dans l'entreprise. J'avais le sentiment de ne pas toujours être entendue, peut-être parce que ça correspondait pas. C'était très court-termiste en fait, et moi je passais un peu à côté de cette vision-là. Donc, voyons que j'arrivais jamais à avoir les postes de top management, quoi, vraiment, de DG, quoi, tu vois, vraiment d'avoir le poste de DG à ce moment-là. Je me suis interrogée et je me suis dit, bon, bah, peut-être qu'en fait, j'ai pas compris, quoi, j'ai pas compris le fonctionnement et que je suis pas adaptée. Tu sais, c'est comme ces enfants à l'école qui sont jamais heureux à l'école, mais qui ont des capacités folles, en fait, de création, de mise en relation, d'empathie, de leadership et autres. Et en fait, ils sont complètement anesthésiés par une école qui est très académique, à créer un moule, en fait. Et il faut s'adapter à l'école, puisque l'école ne doit s'adapter, en fait, aux enfants. Bon, alors, quand tu as 7-8 ans, c'est compliqué. Quand on a 30 et que tu as, enfin 35 en l'occurrence, et que tu as 3 enfants, tu te dis, bon, bah, je vais quand même tenter quelque chose, quoi. L'expérience terrain, ce sera de monter, de créer mon propre travail et de voir si vraiment je suis complètement inadaptée, même au travail que je me crée moi, quoi. Donc, auquel cas, il faudra vraiment que je me remette en question profondément. Et en fait, ça a été un déclencheur. Ouais. Et du coup, quand tu as arrêté justement de te suradapter comme tu l'avais fait avant, qu'est-ce que ça a donné au début? Est-ce que du coup, tu as commencé à fourmiller d'idées? Parce que j'ai l'impression que quand même, c'est ton leitmotiv, hein, et j'ai l'impression qu'il y a des idées tous les 3 minutes. Je sais que tu évolues encore, parce que c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ça continue encore. Donc, comment ça s'est passé cette transition d'un moule, justement, d'une case à là, enfin, j'ai le champ libre et je peux vraiment apprivoiser toute ma multipotentialité. Parce que pour beaucoup de femmes qui nous regardent, elles ont multipotentiel, mais la question, c'est que choisir. Euh, et j'ai l'impression que quand même, toi, il y a eu quand même un fil rouge tout au long de ton parcours d'équilibrer, de donner du sens, de redonner le pouvoir aux gens. J'ai l'impression quand même qu'il y a ça qui t'a suivi, quoi qu'il arrive dans toutes tes activités. Ouais, ça c'est assez juste. Et en fait, c'est vrai que la création de l'entreprise a, comme tu le dis très justement, a ouvert beaucoup de boîtes. Alors, est-ce que ce sont des boîtes de Pandore ou autres? Je ne sais pas, mais Oui. ça a ouvert des boîtes et surtout, je me suis aperçue que j'étais en disponibilité vis-à-vis de mon entourage et d'une communauté professionnelle et que ça a déclenché énormément de rencontres que certainement je n'aurais pas faites Bien si sûr. j'étais restée dans les mêmes chemins. Et c'est pas une question de place, c'est vraiment une question de déclencheur et de disponibilité intellectuelle et de s'ouvrir en fait et en fait on m'a expliqué parce que j'ai vu pas mal de professionnels notamment sur le plateau des maternelles. On avait beaucoup de psys qui venaient pour les enfants et qui expliquaient ce qui se passait et en fait voilà, ils me disaient que moi j'avais une façon de raisonner par arborescence. Autrement dit, j'ai de la suite dans les idées. Donc c'est ce que toi tu dis quand tu qualifies, tu dis voilà, j'ai toujours plein d'idées. En fait, c'est juste que j'ai un fonctionnement cérébral bah, parfois c'est épuisant, hein, honnêtement. Hein. À un moment, Oui, je dis faut je arrêter quoi. sais. Mais c'est de Je mettre vois les ce que tu choses veux dire. donc c'est de mettre les choses en relation les unes avec les autres en permanence et de me dire tiens ça peut faire ça et ça peut faire ça et ça peut faire ça. Donc sur le nombre d'idées, je sais pas, sur 100 idées, il y en a vraiment 3 qui sont super bonnes. Le reste, c'est du déchet, mais il ne peut y en avoir que 3 super bonnes parce qu'il y a eu les 97 autres qui étaient complètement nuls, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que ça a été un vrai champ de possibles qui s'est ouvert à moi et un vrai terrain de liberté. Et justement, quand tu dis disponibilité, à un moment donné, tu as même une disponibilité de revenir à tes amours premières, donc le journalisme. Ça avait commencé à émerger quand dans ta tête cette histoire de journalisme? Bah, je devais avoir 10 ans, quoi. J'écrivais Ouais, déjà le c'est petit vraiment. journal du quartier.
Ça, c'était la première chose. Et puis après, oui, j'avais vocation. Mais le journalisme en tant que témoignage et en tant que porte-parole, en fait, c'est ça qui Mhm. était important Mhm. pour moi, défendre des causes. Donc, c'était plutôt un Mhm. journalisme engagé. Et tu vois, Mhm. rétrospectivement, je me dis que si j'avais été journaliste à 20 ans, j'aurais pas été la même journaliste qu'aujourd'hui. Parce que Bien sûr. mes expériences professionnelles pas toujours successful, hein, loin de là, au contraire, qui justement sont des expériences, tu vois, de difficultés professionnelles à être reconnues, de licenciements, Mhm. de création de boîtes quand tu es une femme dans un univers quand même financier qui est très masculin. Quand tu vas chercher des fonds Bien sûr. et que tu montes une boîte qui s'appelle Avis de Maman et que tu arrives, tu as 3 enfants et que tu vois sur le parterre de business angels qui sont devant toi, il y en a 98% qui sont des hommes, tout le monde commence à trironner en se demandant si c'est parce que tu sais pas tricoter que tu as décidé de monter une boîte pour les parents, quoi, tu vois. Donc, il y a toujours ce délit de faciès, en fait, en quelque Mhm. sorte. Donc, il y a eu toutes ces déconvenues-là, mais le journalisme s'est apparu, enfin, ça a toujours été là pour essayer de porter de raconter des choses. Voilà. Moi, Mhm. j'avais envie de raconter des choses et raconter qu'il y avait des choses super qui se passaient dans le monde. Et encore lié toujours à cette envie de parler de la société, de rééquilibrer les choses, d'être porte-parole et de parler peut-être pour ceux qui n'ont pas la parole. Ouais, puis encore plus aujourd'hui dans un monde d'hypermédiatisation, de chaînes Mhm. info continue, où en fait, comme moi qui ai fait du marketing pendant 15 ans, quand tu vois 50 fois le même sujet, il y a quand même un temps d'exposition qui est monstrueux. Donc c'est comme une campagne de pub en réalité. Donc en Ouais. fonction de l'angle du sujet qui est pris par le journaliste, parce qu'il n'y a pas d'objectivité en journalisme, et de toute façon, c'est pas le but, parce que rien que quand tu choisis un sujet, déjà, il y a un manque d'objectivité, puisque tu as fait le choix de ce sujet-là pour Mhm. différentes Mhm. raisons. Donc, mais tout ça pour dire que cette surexposition médiatique, elle ancre des messages aussi dans la tête. Donc, pour peu que on puisse douter, pas forcément de la véracité de ce qui est dit, mais de l'angle qu'on souhaite montrer, et ben, très vite, ça instille en fait un message dans la tête des spectateurs qui est pas forcément la réalité. Donc, Mhm. moi, j'ai à cœur d'essayer de rééquilibrer Oui, petite coupure, ça repart. Alors, ça c'est un petit peu gelé de mon côté. On va voir si ça repart dans quelques instants. Alors, Elsa est partie, on va la reconnecter tout de suite. sur les aléas du Voilà. direct. Les aléas Ouais. du direct. Oui, c'est toujours comme ça. Des fois, ça gèle un petit peu, mais c'est pas grave, ça fait une petite pause. Ça fait une ponctuation, c'est bien. Donc voilà, Ouais. rééquilibrer les représentations, c'était fondamental. Et le journalisme, c'est apparu comme la meilleure façon de le faire pour moi. Ouais, absolument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voyais un article intéressant de Nathalie Rosborski, tu sais, qui est la présidente de Nelly Rodi. Et elle disait que voilà, les femmes puissantes aujourd'hui, c'était pas forcément des femmes de pouvoir, mais des femmes qui étaient en pleine possession de leurs moyens vers leur chemin de vie, leur chemin de bonheur. Et que si elles voulaient tout avoir, elles pouvaient tout avoir, qu'il y ait beaucoup de préjugés dans la société sur le fait d'aujourd'hui découper, être maman ou réussir dans sa vie professionnelle. On a souvent entendu que c'était pas possible de tout faire. Toi, je pense que tu es l'exemple même de quelqu'un qui a réussi à tout concilier, vie professionnelle, vie privée, vie de couple. Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Alors, ça peut paraître idéal comme ça sur le papier. Est-ce que tu veux nous dire, voilà, tes challenges, tes bonheurs, parce que j'imagine qu'en plus, faire des reconversions comme ça professionnelles, plusieurs fois dans sa vie. C'est quand même très impliquant. Donc, qu'est-ce que tu dirais qui a été la clé de réussite de tout ça? Alors, c'est pas toujours idéal, hein, c'est même loin de l'être, hein, parce que forcément, les choix qu'on peut faire individuellement se font au détriment de choix collectifs Mhm, aussi. mhm. C'est-à-dire que le temps de travail phagocyte le temps de présence chez moi avec mes enfants. Ça ne veut pas dire que je suis pas là, hein, loin de là, mais ça veut dire que oui, j'ai tendance à, comme j'ai des métiers passion et à être passionnée par mon métier,
ça s'invite un petit peu partout, tu vois, ça s'infiltre comme l'eau, en fait, un peu partout. Donc, Exactement ça. je peux en être difficile à suivre parce que oui, comme tu l'as dit, j'ai changé de cheval souvent, mais toujours pour aller dans la même direction. C'est surtout ça qui est important. Ça peut, enfin, je pense que j'y arrive, en tout cas que je m'en sors pas trop mal, parce que c'est Mhm, pas mhm. toujours évident. C'est parce que déjà, j'ai un mari enfin, qui est devenu par la force des choses assez compréhensif. Parce que je pense que enfin, c'est une histoire d'équilibre, hein, c'est-à-dire que tu laisses pas non plus trop le choix en expliquant que individuellement c'est fondamental pour toi. Donc, l'équilibre du couple, il tient aussi au fait qu'individuellement, on doit être chacun bien. Donc ça, c'est la première chose. J'ai des enfants que j'essaie d'impliquer, tu sais, à la marge un peu dans mes projets aussi, de telle sorte de pas de faire adhérer un peu tout le monde aussi à ces moments où ça peut être compliqué. Et puis non, et puis j'ai la chance quand même d'être sur un métier où des combats ou des causes ou des engagements qui rendent fiers l'ensemble de la famille. Donc ça Mhm, justifie le fait mhm. que parfois, si tu veux, ce soit plus compliqué pour eux, quoi. Bon, on dit Comme ça toujours l'est à pour moi. l'inverse que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Là, j'ai envie de dire, derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Donc, apparemment, un mari aussi qui est là pour te supporter et qui est aussi un pilier. Je dirais pas derrière chaque grand homme, il y a une grande femme ou chaque grande femme, il y a un grand homme. Je dirais qu'il y a un entourage, en fait. Il y a un Mhm. collectif parce que c'est pas Ouais. une personne, en Une fait, qui équipe. donne. Parce que là, il y a une forme comme si il y avait une forme d'autorisation, Oui. ni d'un côté ni de l'autre. Il n'y a pas d'autorisation. La liberté, c'est un truc qui est propre à chacun. Personne n'appartient à personne et personne. Mhm. En revanche, moi, je dois beaucoup de choses à plein de monde. Alors, il y a un premier cercle, évidemment. Surtout quand tu as des enfants, forcément, il y a une répartition des rôles de chacun et du temps de présence. Mais moi, je suis portée par plein de gens, en réalité, un, m'ont autorisé à faire ça, Mhm. deux, qui ont aussi permis de discuter avec mon cercle proche pour justifier le fait, tu vois, c'est une conversation qu'on a, de justifier le fait que je passe plus de temps à faire certaines choses. Et puis, de toute façon, mon mari aussi, comme tu l'as dit, quelqu'un de très occupé, qui se réinvente aussi, lui, en ce moment, depuis quelques années. Alors, plus tardivement que moi, mais il se réinvente grandement. Il écrit, il est comédien, il est certifié coach depuis quelque temps, en plus de son métier dans le recrutement. Donc, non, non, il fait énormément de choses à côté. Donc, tu vois, ça donne même des idées, ça fait une Mais émulation oui. collective dans la famille. Donc, c'est génial. Ouais. Et comme quoi tout est possible. On peut faire des reconversions ensemble, en simultanéité, c'est possible. Et un truc intéressant aussi pour les femmes qui nous écoutent, c'est que bah, finalement, tu es devenue quand même une éternelle débutante peut-être dans tout, c'est-à-dire que tu as recommencé quand même les choses. À chaque fois, il a fallu repartir de zéro, soit dans l'apprentissage, soit nouveau réseau, nouvel environnement. Est-ce que tu as eu ce fameux syndrome de l'imposteur? Et si oui, comment tu t'en sers? Est-ce que c'est un tremplin aujourd'hui ou tu te dis, tiens, il est là? Ah ouais, c'est que je dois être en train de faire quelque chose d'important. S'y revient. Comment ça se passe pour toi? J'adore ça, j'adore ce côté éternel débutante, je trouve ça génial, mais c'est tellement moi, c'est vrai. Alors je pense que ça m'aide aussi, tu vois, à mieux vivre les années qui passent. Je pense le fait de me dire que je Ah, suis ça une éternelle rajeunit, hein? débutante. Ah, bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, je l'ai toujours plus ou moins, mais avec les années qui passent, en fait, il disparaît beaucoup plus vite. Oui, ça c'est Euh, intéressant, ouais. Mm. donc ça veut dire qu'en fait, j'identifie assez rapidement mes zones de force, les endroits qui vont me demander beaucoup plus pas de travail, mais en tout cas de confiance en moi. Parce que ma capacité de travail, enfin, je l'ai pu l'expérimenter sans aucune flagornerie que je dis. Ouais, Mhm. je suis une grosse bosseuse. Mhm. Parce que j'aime ça en fait, donc je me rends pas Mhm. compte en fait que je travaille, mais en revanche, oui, la confiance, elle est pas, elle est compensée cette augmentation de travail à certains endroits et compensée aussi par le fait que j'ai identifié certaines de mes forces aussi dans mes projets. Donc, le syndrome de l'imposteur, voilà, il me quitte un peu plus rapidement aujourd'hui Mhm. dans de nouveaux projets. Mhm. Est-ce que même des fois tu dirais que justement il peut être positif parce qu'il est le signe que justement tu bouges et que quelque chose est en train de justement de recommencer? Euh, Pour moi, il est positif parce que, un, il permet de rester toujours très humble aussi par rapport à ce qu'on mhm. fait.
Mhm. Donc de pas partir win-win en se disant ça va être super, je vais tout déchirer, etc. Voilà, on reste toujours humble. Deux, il permet aussi de détecter très vite les projets qu'il faut pas faire. Mhm. C'est-à-dire que quand il devient trop important, il y a un moment, il faut se dire bon, en fait, c'était pas pour moi, quoi. Donc, faut pas que je pense que je peux tout faire. C'est pas vrai. Il y a des choses que je n'arriverai pas à faire, et c'est pas grave, en fait. Au contraire, il permet de se centrer sur des choses qui sont accessibles, sur lesquelles on va vraiment avoir une action qui va être déterminante. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis avec depuis quelques années, quoi. Et alors justement, comment tu fais pour jongler avec tes 1000 idées, celles qui existent déjà, les projets qu'il y a déjà et même ceux à venir? Comment tu arrives à justement à prioriser toi aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu as des petites choses à partager pour faire ça, qui sont personnelles peut-être? Non, là, je suis Non. nulle. Franchement, je suis archi nulle. Donc, j'ai plein de cahiers. J'écris Ouais, toutes ok. mes idées. Ouais, ouais, Ouais. j'écris mes idées. Et puis, d'un seul coup, il y a, je sais pas, il y a un truc qui se passe en moi où je me dis, tiens, cette idée-là, je vais la porter un peu plus loin, comme l'écriture, par exemple, ou comme un documentaire, une idée de documentaire que je vais avoir envie de creuser. Donc, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Et puis, non, après, bon, j'ai la chance d'avoir un entourage aussi bien professionnel que personnel qui me connaît par cœur. Mhm. Donc, il va pouvoir me dire très vite, non, non, mais là, Elsa, tu es encore en train de partir dans une roue de hamster. Donc, non. Tu Il y en a t'éparpilles. déjà quatre, il y en a déjà quatre qui tournent. Donc, écoute, on va déjà s'occuper des J'adore quatre ça. qui tournent. Je les vois Donc, bien là. ouais, ouais, mais c'est exactement ça. Donc, ça m'aide maintenant à essayer de me discipliner. Ouais, non mais je vois très bien. Oui, donc ça n'a Ah pas oui, ça. Est-ce pardon, que... pardon, Oui, Sandrine, je voulais ajouter un oui, truc. Ce que je fais aussi maintenant, c'est les projets, les idées. Donc, les projets, les idées que je pourrais porter, je les donne à d'autres personnes. C'est-à-dire que ces roues de hamster que je ne peux pas occuper, bah, je vais les donner oui. à d'autres pour qui ça ne va pas du tout être des roues de hamster. Ouais. Tu délègues, mais sur les parties où tu es moins. Ah, je donne même, c'est même pas de la Ouais, ouais, délégation. C'est je ouais, donne, ouais. je dis voilà, ça c'est peut-être un truc à creuser intéressant pour toi. D'accord, Voilà carrément. ce que je Mhm. pense. Ouais, ouais, j'ai plus trop de problèmes d'ego là-dessus maintenant. Oui, oui. Ouais, c'est ça aussi. Oui, c'est sûrement ça qui aide. Et justement, en termes de priorisation aussi, de bien-être, parce que quand même, tu es super occupé, je pense, en général, du matin au soir, est-ce que tu as des rituels particuliers que tu as envie de partager qui te permettent de tenir la route pour pouvoir vivre cette vie hyper intense? La musique, La musique. j'écoute beaucoup, beaucoup de musique. Je lis pas mal aussi. Et ça, c'est ma discipline de bien-être pour avoir des moments tu vois, alors, soit de motivation en fonction des morceaux de musique qu'on choisit. Ouais. Tu vois, par exemple, hier matin, enfin même ce matin, j'ai écouté Kylie Minogue parce que Mhm. j'adore son dernier album et je trouve qu'il file la pêche. Mais parfois, c'est beaucoup plus calme en fait et puis beaucoup plus inspirant pour l'écriture. Mhm. Moi, j'ai Mhm. besoin d'écouter de la musique. C'est un guide pour moi. C'est vraiment, j'ai l'impression que en fait, quelqu'un me parle et que je couche sur papier beaucoup plus vite les choses. Et puis la lecture, c'est un rituel aussi qui me permet de m'apaiser pour me recentrer et développer encore plus des capacités de concentration par la suite. Mhm. Il y a beaucoup de gens aussi qui font du yoga ou des choses comme ça. Oui, j'en fais aussi. Voilà. À peu près toutes les femmes que j'interviewe font du yoga à un moment donné, de la méditation. Donc, Et la piscine, alors le problème c'est ah que oui. là, bon, vu notre situation, c'est un peu plus compliqué, mais oui, j'ai une petite appli de yoga que je pratique aussi. Je suis moins assidue ces derniers temps, je dois bien l'avouer, mais la piscine, j'y allais 2 fois par semaine en fait quand elle était ouverte. Ouais. Tu utilises quoi comme appli? Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de gens qui utilisent Down Dog ou Non, quelque moi chose c'est comme ça. Asana Rebel. Waouh. Ah ouais, là, ça doit être bien. C'est Rebel. On le mettra pour les gens après s'ils ont envie d'y aller. Est-ce que tu as des choses aussi pour c'est bien que les hauts potentiels et multipotentiels, à un moment donné, il y a un mental en surchauffe. Parfois, il y a trop d'idées, c'est épuisant. Parfois, il y a trop de choses, il y a beaucoup de gens même qui ont du mal à dormir. Est-ce que tu as aussi des idées, toi, pour quand tu as ce mental en surchauffe, en plus de ce qu'on vient de dire? Jusqu'à présent, la seule solution que j'ai pu trouver, c'est soit de partir marcher. Donc moi, j'ai Mhm. la chance d'être pas très loin d'un bois, donc c'est vrai que c'est plus pratique en fait pour moi. Mais non, ça va être en fait les mêmes trucs que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire la Mhm. musique va vraiment me permettre de descendre. Mais j'ai assez rarement de problèmes de sommeil. Il faut vraiment que je sois très très
non pas en fourmillement d'idées, mais plutôt très stressée, en Ok. fait, pour avoir ce problème-là. Ok. Et aujourd'hui, tes sources d'inspiration, notamment pour écrire, puisque là, alors Rêver grand, c'est pas le premier, hein, il y en a eu d'autres Un, se- avant. un seul avant. Non, non, Un un seul seul. avant, oui, il y en a eu un autre avant. C'est quoi tes sources d'inspiration aujourd'hui? Bon, bah là, c'était en plus un exemple assez pragmatique de quelque chose que tu étais en train de suivre avec des enfants. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres projets, d'autres sources d'inspiration, ou c'est toujours issu de choses sur lesquelles tu es en train de travailler? Alors non, là j'ai un projet en cours sur Marilyn Monroe, dont je Ah ouais, suis super. fan absolue, toujours dans un souci de rééquilibrer les représentations, parce que je pense qu'on a une idée Mhm. très précise de qui était Marilyn, et en fait, Oui. quand tu creuses un peu et que tu t'enquêtes sur elle, tu t'aperçois qu'on est assez loin de la vérité. Donc Mhm. c'est assez intéressant de voir pourquoi on a voulu nous raconter cette histoire-là. Est-ce que Mhm. c'était Mhm. pour faire rêver les petits garçons et endormir les petites filles? Ça, je ne sais pas. Donc c'est voilà. Donc j'ai un manuscrit qui est en cours dans des maisons d'édition en ce moment sur cette thématique-là. Donc là, plutôt Euh, biographique, du coup. plus Biographique. Plutôt, ouais, il y a un vrai boulot d'enquête Mhm. journalistique, évidemment, qui a été fait sur sa vie. Donc, j'ai lu beaucoup sur elle, vu beaucoup de documentaires. J'ai fait un boulot de journaliste, mais c'est romancé, c'est fictionné, c'est avec une autre histoire, en fait. C'est un peu une histoire de femme, quoi, Mhm. Mhm. du personnage de Marilyn qui est central dans l'histoire que je raconte. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre concernant les projets d'écriture? Oui, en fait ce qui m'inspire, c'est la société, c'est la vie d'aujourd'hui. Donc, j'ai un cahier dans lequel j'écris les 10 idées de romans que j'ai depuis 5 ans. Oui. Alors, de temps en temps, mes idées viennent un peu plus vite pour écrire la narration. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est chaque pitch des 10 romans comprend 3 pages, quoi. Mhm. Mais ça Mhm. va être sur des migrants, ça va être sur l'influence de la télévision dans la société, ça va être sur le numérique aujourd'hui et l'infiltration avec les théories du complot. Ça va être vraiment des choses qui vont être très actuelles en fait et romancées pour expliquer aussi bah, l'humanité telle qu'elle est, c'est-à-dire avec ses zones d'ombre, avec le fait que parfois il faut descendre dans sa propre cave aussi, en être conscient et l'assumer, et puis ne pas être constamment dans une projection de ce que doit être la vie. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, en partie, ont souvent tendance à biaiser en fait le rapport qu'on peut avoir aux choses, aux gens, et puis créer des addictions qui peuvent être délétères en fait, aussi bien chez les jeunes que chez les moins jeunes d'ailleurs. Oui, absolument. Et bon, auteur, c'est aussi être artiste. On dit souvent que, en fait, ça vient pas de, voilà, d'une inspiration divine. L'écriture, c'est que beaucoup de persévérance, beaucoup de discipline, se mettre à la table tous les jours. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu écris tous les jours sur tout ça? Et pas tu te forces, mais tu es dans le mouvement de l'écriture. Ça, c'est un point très juste. C'est un muscle, en fait, Un l'écriture. muscle. Mhm. Donc, c'est une vraie discipline. C'est-à-dire que je le vois, hein, quand j'écris pas pendant quelques jours, c'est extrêmement difficile Mhm. de s'y remettre, quoi. Parce que trouver le ton juste, le mot juste, l'inspiration juste, l'émotion juste au moment où tu le dis, ça nécessite de pouvoir la pratiquer, l'expérimenter régulièrement. Donc, oui, oui, moi, là-dessus, et c'est ce que Rêver grand m'a aussi enseigné, tu Mhm. vois, c'est que, alors je devais rendre le manuscrit de façon très rapide, bah, sauf que bon, bah, la réalité fait que j'ai quand même fait un travail d'écriture quasiment quotidien, voire pluriquotidien, pour accoucher de ce récit. Donc, ouais, ouais, non, c'est vraiment, c'est une discipline et une rigueur, et une Mhm. exigence aussi. C'est très, très exigeant l'écriture. Ok, enfin, en tout cas, pour ceux qui veulent commencer un livre, c'est intéressant comme conseil. Euh, Alors, oui, pardon, vas-y. ouais, il y a plusieurs types d'ouvrages après. Je trouve que, Oui. par exemple, un roman, c'est beaucoup plus exigeant qu'un récit. Typiquement, Mhm. tu vois, comme tu le disais justement, Rêver grand, ça raconte l'histoire que j'ai vécue. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que, tu vois, Oui. de créer des personnages, d'imaginer des arches narratives, de voir une fin. Là, bon, bah, je racontais quelque chose de très réaliste que j'avais vécu et que j'avais filmé. Donc, la difficulté était moindre. C'était plus la production dans le temps réduit qui, elle, a demandé vraiment cette rigueur et cette discipline. D'accord. Et voilà, dans un parcours comme ça, j'imagine aussi que tu as eu des mentors, des parrains, des marraines ou des figures qui t'ont inspiré, peut-être Marilyn, peut-être
voilà, des gens vivants ou qui ont disparu. Quelles sont les personnes qui t'ont marqué le plus dans ton parcours et qui t'ont enfin, aidé à faire ce que tu as fait? En fait, je pense que c'est un kaléidoscope Ouais. de tout un tas de rencontres que j'ai eu la chance de faire, et les gens qui m'inspirent sont pas forcément des figures, ce qu'on appelle Mhm. aujourd'hui pompeusement les rôles modèles, mais ça peut être les gens avec qui j'ai travaillé, euh, des gens que j'ai pu. Tu vois, je vois que Laurie vient de se connecter. Laurie, Salut, Laurie. ouais, voilà, qui Lolette, à qui je fais un gros bisou. Bah voilà, Lolette, enfin, Laurie en l'occurrence, c'est une jeune femme super inspirante et qui m'a apporté énormément de choses, avec qui j'ai travaillé chez Avis de Maman, que j'ai recruté, qui est une fille extraordinaire. Elle m'a inspirée. D'autres lectures des personnages fictifs m'ont inspirée. Mhm. Romain Gary m'inspire, Ouais. Albert Camus m'inspire, Joseph Kessel m'inspire, Françoise Giroud m'inspire. Ces gens dont on a l'impression, parce qu'il faudrait vivre au quotidien avec eux, c'est toujours pareil, tu vois, la représentation qu'on a de quelqu'un et ce qu'il est en réalité, il y a toujours une grosse différence. Mais moi, j'aime les gens qui sont intransigeants, en fait, Mhm. qui sont Mhm. intransigeants avec eux-mêmes Mhm. aussi. Même s'il faut être un peu indulgent, mais j'aime ce côté aussi d'être discipliné dans un respect de ses valeurs profondes et de savoir faire des compromis, mais de jamais tomber dans la compromission. Ça, c'est Mhm. voilà, c'est ça qui m'inspire. Donc, ça peut être aussi bien non bouché Mhm. que Bien sûr. Nelson Mandela, tu vois. Enfin, voilà, c'est l'inspiration, elle est partout. Ouais, Et fais des bisous, Mallory. oui, Moi aussi, je te fais des bisous. et n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on va arriver à la fin de l'interview avec Elsa, donc n'hésitez pas, c'est le moment. On prendra une ou deux petites questions si vous êtes très curieux. Et pour continuer aussi sur donner de l'inspiration aux gens, est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent se reconvertir, hein, ou qui veulent passer du salariat à l'entrepreneuriat sur le chemin à prendre? Moi, j'accompagne beaucoup de gens dans ce que j'appelle trouver sa voie, sa mission de vie, trouver ce fil rouge, même quand on a plein de potentiel. Et je trouve que c'est important. Toi, rétrospectivement, tu dirais quoi à ces gens? Quels seraient tes conseils pour vivre mieux cette transition? Et voilà, et souvent les gens se disent, est-ce qu'il faut avoir tout préparé? Est-ce que financièrement, je peux me lancer si je ne sais pas ce que je vais faire, etc. Plein de questions, plein de peurs finalement aussi. Toi, j'ai l'impression que c'est vrai que tu as avancé avec ces peurs et ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire aussi? C'est le désir, en fait, Mhm. qui nous pousse. Donc, moi, je suis un peu atypique parce que l'entrepreneuriat, c'est venu comme une nécessité impérieuse pour moi. C'était pas un choix par défaut, mais un peu quand même. C'était Mhm. plus dans le Mhm. cadre de l'expérience, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut, alors ça va être de la palissade, hein, des grosses tartes à la crème. Hein, donc, la confiance en soi est fondamentale. Et au-delà de ça, parce que moi j'ai eu un problème là-dessus, que j'ai toujours d'ailleurs un peu, c'est l'estime de soi, qui sont quand même deux choses différentes. La confiance en soi, ça, je pense Absolument. que j'ai confiance en moi là-dessus. Il n'y a pas de sujet pour moi sur le côté confiance. Je sais de quoi je suis capable. En revanche, être capable d'estimer et de valoriser les actions que j'ai pu faire, ça, c'est encore un chemin pour moi à travailler, quoi. Donc, peut-être d'essayer de voir quelles sont les différences, parce que l'estime de soi est extrêmement importante quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça ne veut pas dire devenir Wonder Woman et s'imposer comme telle, et puis, n'être que dans le figuratif, mais c'est avoir conscience de faire des pauses de temps en temps et de regarder dans le rétroviseur et de se dire, en fait, j'ai fait tout ça. Ouais. J'ai fait tout ça. Et c'est quand même vachement bien. Et c'est quand même vachement bien. Et je suis très heureuse de se fixer aussi des objectifs qui sont des objectifs atteignables. Sinon, ce ne sont pas des objectifs, Bien ce sûr. sont des trucs irréalistes. Mhm. Donc des objectifs atteignables, de surtout s'entourer, d'être très collaboratif aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps. Mhm. Au départ, quand on se lance en entrepreneur, on se dit ouais, je vais donner mon idée à personne parce qu'on va me la piquer. Et puis de toute façon, Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu gardes tes idées le plus longtemps possible au début? bah non, tu vois, la preuve, c'est que maintenant, je vois bien que matériellement, j'ai pas le temps de gérer toutes mes idées qui sont en plus pas toutes bonnes, quoi. Donc, Ouais, quand ouais. certaines interpellent, bah, je préfère en parler à des personnes dont je sens qu'elles peuvent en faire quelque chose. Et en plus, moi, j'ai gardé aussi en tête ce que m'avait dit un entrepreneur. Il m'a dit, tu sais, il y a 1000
1000 façons de faire une idée, mais il n'y a qu'une façon de la faire comme toi tu le veux. Donc il y a un moment où même si c'est pas à nous, bon, bah, c'est pas grave parce que ce sera jamais fait comme nous on aurait souhaité le faire. Bien sûr. Donc voilà, d'être vraiment de partager. Voilà, de pas hésiter à partager et surtout de se faire confiance parce qu'on va cibler les bonnes personnes avec qui partager. Quand je dis les bonnes personnes, ça veut dire celles qui vont vraiment être dans un souci de bienveillance oui, d'équipe en fait, vraiment de travailler en équipe là-dessus. Bien sûr, ok. Et est-ce que tu aurais aussi, je sais pas toi, des recommandations de livres dernièrement que tu as lus qui pourraient inspirer plein d'autres gens? Bah, comme je suis avec ma marotte, hein, toujours pareil, hein, Sandrine, hein, de représentation un peu biaisée de la société sur plein de sujets. Moi, j'invite donc celles et ceux qui nous écoutent à lire un livre qui s'appelle Humanité de Rutger Oui, Bregman, ok, qui est passionnant. Donc, c'est un journaliste et qui démonte une à une le fait que dans notre inconscient collectif ou dans notre conscient collectif, nous pensons que la nature humaine est une nature qui a besoin d'être contrainte parce qu'en fait, l'homme est très, très méchant par nature. Donc c'est hyper intéressant de voir à quel point il déconstruit toutes ces représentations qu'on peut avoir, aussi bien dans la littérature, dans la philosophie, et d'accord. c'est truffé, documenté d'études de Stanford, de faits divers, de cas d'école, c'est vraiment passionnant. Ok, super. Donc ça, c'est ta reco. Ok. Eh ben, écoute, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si tu as un dernier mot à dire Oui, pour mais tout le toi, monde. comment ça va, Sandrine, Eh ben, toi? moi, ça va super bien. Je suis ravie de faire toutes ces interviews. À la base, c'était vraiment un hasard. J'ai commencé il y a quelques mois et en fait, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis après, tout le monde me dit oui. Alors, bon, bah, je continue. Tu Et es je trouve ça, portée. je suis portée et surtout, je trouve ça, enfin, mon mantra, c'est vraiment Woman Supporting Woman. J'aime mettre en valeur les femmes, la femme, la féminité, tous les beaux aspects de la femme. Et puis, bah, que voilà, toutes ces histoires, ces belles histoires puissent inspirer d'autres histoires de femmes qui viendront peut-être dans des interviews dans quelques temps nous raconter leur propre histoire. Voilà, ça c'est mon ambition. Et surtout, voilà, de comprendre aussi comment certains atypismes, comme tu as parlé, un certain fonctionnement du cerveau, peuvent aussi devenir une belle singularité à la fin, unique, un parcours unique. Et ça, c'est vraiment ma mission à moi. C'est de faire ça. Une belle mission, hein. Une Franchement, belle mission. je suis très, très touchée d'être là. Voilà. Eh bien, en tout cas, on vous remercie tous. Je pense pas qu'il y ait eu des questions en plus pour ce soir, mais en même temps, on a abordé pas mal de sujets. Je te remercie beaucoup et je te souhaite une super soirée. Tu vas pouvoir Moi rejoindre maintenant aussi. ta famille. C'est ça. Et Très manger. content. Et manger, très important. Merci beaucoup, Elsa. À très bientôt. À Merci, très Sandrine. bientôt. Merci Merci de beaucoup. ton Bye. invitation. Au revoir. Merci. Et si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Si tu veux continuer à recevoir régulièrement des vidéos, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.